Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Je remplace au pied levé aujourd'hui Angèle Touboula en attendant qu'elle nous rejoigne de ses congés et pour assurer le décryptage de l'actualité politique de cette semaine avec le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà. Au menu, nous allons commencer peut-être par revenir sur ce qui a fait peut-être le clou de notre matinée politique aujourd'hui. L'entretien de Dimanche politique qui recevait Hassan Seibou, le président du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale, avec qui on est revenu en long et en large sur l'actualité du Parlement et l'actualité aussi sur quelques questions d'intérêt national. Alors, Hassan Seibou déjà a commencé par réaffirmer l'attachement à l'action du chef de l'État. Pour camper le décor, c'est un parti de la mouvance présidentielle et il l'assume tel quel. Écoutez, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Puisque c'est un parti qui est dans l'action. C'est connu, il n'y a même pas de doute, il n'y a pas. Il y a quelques élucubrations dans les médias, notamment les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de doute, le Bloc républicain, comme l'Union progressiste de renouveau, sont les deux partis créés en 2018. Et ces deux partis se donnent pour idéologie, pour vision, de soutenir l'action du président de la République. Et d'ailleurs, ça répond à une logique quand tout de même. En créant ces partis, Parti Salon a ouvert une perspective transitoire qui a permis à cette partie de se créer, de vivre, d'apprendre peut-être à vivre. Tous ces gens qui se combattaient, qui se sont combattus durant 30 années de renouveau démocratique, apprennent à rester ensemble. Vous voyez Zizilo avec Bruno Amoussou, avec Nicolas Olé, mais ça c'est lui. Vous voyez justement Biotchané avec Abimbola, avec bien, bon, tout ça, c'est nouveau. C'est pas des choses qui étaient si évidentes que ça. Donc, ils se sont donnés pour logique de suivre l'action du président. Et moi, j'estime que c'était une période transitoire. La démarcation se fera sans doute lorsque le Parti Salon ne serait plus au cœur de l'action politique, lorsqu'il y aura eu l'alternance. Voilà, en attendant, ils veulent aller beaucoup plus loin parce que des mots d'Hassan Seibou, il faut que l'action soit complète. Donc, en termes de réforme, bien évidemment que la 8e législature a été très prolifique en matière de réforme. À leurs yeux, il convient encore d'aller plus loin et de voter, en tout cas, tout ce qui pourrait améliorer les conditions des Béninois, en tout cas, aller au bout de l'idée, de l'action du président de la République. Non, le Parti Talon a déjà fait le maximum. Il a déjà lui. C'est eux qui sont députés. Le chef de l'État, sa vision, quand il venait au pouvoir, moi je pense que dans tout ce qu'il a annoncé en venant au pouvoir, il y a deux choses qui n'ont pas été réglées encore, qu'on peut dire qui n'ont pas été encore réellement accomplies. Premièrement, il y a le mandat unique qu'il n'a pas pu et qui ne le fera pas. Donc ça, c'est clair que ça n'a pas été, c'est l'une des rares choses qui n'ont pas pu réussir. Ça, c'est les gens, le Parlement a refusé, il n'a pas voulu aller plus loin. Donc, il a laissé l'idée et on en est là. Le deuxième élément, c'est au niveau des médias. Pour moi, la deuxième, c'est les médias. Les médias, il avait promis donc un certain nombre de réformes au niveau des médias. Il n'y en a pas encore. Il a acté, il a commandé, il a demandé le travail à la HAC. Moi, je pense qu'il faudra que la HAC aille un peu plus vite et que la HAC fasse une large consultation parce que, bon, on a appris qu'il y a un comité qui travaille. Non, je pense que c'est au-delà d'un comité qui doit travailler. Je pense que la HAC n'a pas toutes les compétences à l'interne pour pouvoir faire ce travail-là. Il n'en a pas. Donc, il faudrait ouvrir largement. Parce que les réformes, les réformes des médias, c'est pas que au niveau de l'organe de régulation. C'est profond. C'est très en profondeur, de faute en comble à faire, et ça dépasse le cadre unique de la. Par ailleurs, les fêtiers ont lancé également des consultations, tant mieux, mais de quel fêtier parle-t-on? L'UPMB est très mal élu, mal mise en place, dépouillée, désemparée, inexistante, ou bien totalement limitée à des petits séminaires, à des Noël des enfants. Non, c'est pas ça. Hein, non, il n'y a pas que Noël des enfants. Non, mais attendez, vous voyez l'UPMB, vous ne prenez pas de raison. L'UPMB, totalement inexistante. Le CMPA seul,
avec Évariste Gouldou qui, son équipe, tambour battant, qui tente. C'est le président, encore que, le patronat n'est pas la presse. Le patronat, c'est le patronat. Ouais. Les médias, c'est les journalistes. Donc, c'est l'UPMB qui doit impliquer. Elle n'existe plus, pratiquement, pour moi. Et donc, il y a un travail de fêtière à faire. C'est pour que je vous dis quoi? C'est un grand chantier qui est là, par ailleurs, pour moi. C'est un grand chantier qui mérite. C'est au-delà de la conférence nationale dont nous avons fêté cette année. Et les 33 ans. Ouais. Les 33 ans. Oui. Donc, c'est au-delà. Le chantier des médias est un chantier énorme parce que ça fait partie des réformes. Donc, à ça, je pense que l'honorable et le député Seybou peut être porteur, comme son groupe, comme le BR, donc porteur aussi d'initiatives en la matière. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur les médias. Ces réformes de parti ne peuvent être renforcées, disons, dans la durabilité, que si des médias accompagnent. Parce que vous savez, lorsque l'action politique va atteindre un certain niveau, où la concurrence politique va apparaître, l'amnésie collective dans un pays de désœuvrement, dans un pays d'analphabétisme, dans un pays où tout le monde, les gens sont sur les réseaux sociaux, s'égarent sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a que une certaine presse, disons, engagée. Pas engagée autour d'un homme, mais engagée autour d'idéaux. Il n'y a que cette presse qui peut rester et pour maintenir une certaine dynamique. Donc pour moi, il faut consolider ce qui est là. Mais en le consolidant, il faut donner la main. Ce n'est pas les politiques qui vont consolider. Eux, ils vont se battre. Ils vont se combattre. Ils vont se retrouver dans les... Il faut laisser ceux qui sont disponibles et qui ne s'engagent pas politiquement pour l'action de la politique politicienne, conduire l'action d'implémentation, de consolidation des réformes actuelles. Mais pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles réformes. En dehors de ces deux domaines, le mandat unique qui ne peut plus venir, et les médias qui sont aujourd'hui un impératif. J'ai regardé dans la semaine la chambre de l'agriculture ou de l'artisanat. J'ai vu les réformes, la mise en place des structures de base. Je dis, mais qu'est-ce que les médias ont fait pour ne pas bénéficier aussi de cette attention-là? On a mis en place la TNT, mais dans quelles conditions? C'est une TNT. Je pense qu'on a dû faire avec le temps. Parce qu'en réalité, il y a encore beaucoup de problèmes. On a mis en place la plateforme et le contenu. Le contenu, alors que ça annonce à plus béné. Alors donc, porté par Canal+, qui est un concurrent à la TNT. Ouais. Alors donc, il y a encore des choses également là dont on ne parle pas réellement. Donc, le secteur média est un gros secteur qui mérite... Un gros chantier. Merci. Le secteur média est un gros chantier qui mérite une grosse attention. Et donc, je pense que c'est là que les députés peuvent travailler. Or, parmi eux, saluer Malik Domina, Charles Tokor, et dans notre conseil Cécile Aoumenou, et peut-être d'autres personnes qui tournent autour des médias, qui connaissent bien le secteur. Je pense qu'ils ont un rôle beaucoup à jouer dans ce domaine. Et je fait que Charles et Malik sont du BR, donc l'honorable Seybou a des personnes de ressources pour prendre l'initiative. Voilà, en parlant de prise d'initiative des députés, ça permet de vider une question très rapidement. Cette idée portée à l'occasion de ce discours de Nouré Nouachadé pour aller de regarder du côté de ceux qui sont en prison, en exil. Hassan Seybou a tout de suite vidé cette question. Ce n'est ni plus ni moins, à aucun moment, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas dans leur programme de législature. Et d'ailleurs, il est allé droit au but. Si on doit parler d'amnistie, on ne parle pas d'amnistie par rapport à une personne bien précise, mais on parle d'amnistie des faits. Et en ce qui les concerne, pour le moment, ce n'est pas une priorité. Moi, je pense que c'est une forfaiture. Je dis c'est une forfaiture que des élus évoquent des cas jugés comme des cas chéris. Moi, je trouve que c'est une forfaiture. Bon, il n'est pas allé plus loin. Mais c'est une forfaiture. Nous avons l'article en cas de notre Constitution. C'est une forfaiture. Non, d'ailleurs, il a dit, ce n'est pas aux députés de revenir sur ce qui est jugé. Chaque citoyen béninois, civil comme militaire, a le devoir sacré de respecter la Constitution, de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel, ainsi que les lois et règlements. Voilà ce que l'article 34 dit. Tout citoyen, civil comme militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel, ainsi que les lois et les règlements. Alors, c'est l'ordre constitutionnel, c'est dans l'ordre constitutionnel ce qui s'est passé. Moi, je trouve indécent qu'on laisse encore ces choses-là. La Commission des droits de l'homme peut éventuellement
poser la problématique des détenus politiques, des conditions des détenus politiques. Mais les cas qu'on cite à ne pas citer, quel que soit l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis de ces personnes, on ne peut pas continuer. Mais c'est une injure, c'est une ingérence désespérante et nauséabonde dans le secteur de la justice, qui n'est pas du domaine du député, qui n'est pas du domaine du gouvernement. On a dit que les pouvoirs, qu'il faut la séparation des pouvoirs. Tout le monde pense qu'il faut venir notre constitution. Mais alors, le secteur, est-ce que les cas qu'on cite là ont été jugés? Mais si les cas ont été... Comment des gens qui fuient la justice, on les appelle des exilés, et on demande, il faut les faire rentrer. Mais là, tu trouves qu'il y a quelque chose d'indécent. Et on le répète à content. Moi, j'ai rien contre les personnalités en question. J'ai des amis dedans. Enfin, ce pas des gens qui me sont ennemis. Pas du tout, on n'a rien. Mais moi, je pense qu'il y a une dynamique. Parce qu'il y a plein de personnes qui coupent en prison, mais qui ont aussi une famille, qui ont aussi des parents, qui n'ont qu'une tête comme les autres, qui ont les deux. Mais c'est les personnes humaines. Mais on ne parle pas d'eux. On ne parle pas de la dynamique, de la globale, mais on parle d'individus, quels qu'ils soient. Ça peut être des envoyés spéciaux de Dieu, mais ce n'est pas possible que, tant qu'ils sont à la tête de Benoît, nous sommes égaux en tout droit. Donc, pour moi, l'État doit taper du poing sur la table par rapport aux officiels, des agents publics, par ailleurs, parce qu'on dit tout citoyen a le devoir sacré. Mais encore que quand vous exercez une fonction, article 35 de la Constitution, mais vous devez le faire avec beaucoup de loyauté vis-à-vis de la République. Donc, il a essayé de donner une réponse à cela, mais on ne peut pas, on ne doit pas stigmatiser. Si c'était un tribunal spécial, si c'était une cour spéciale, mais la CRIET est une juridiction, non, c'est une cour ad hoc. C'est pas une juridiction ad hoc. C'est une juridiction ad hoc. C'est dans l'ordre normal des choses. Il y en a dans tous les pays. Guantanamo, c'est comme pas au Bénin. Donc, je pense que nous, de ce dont nous parlons ne relève même pas, n'a même pas la nature de Guantanamo. On a ça une nature normale. Il y a les mises en cause avaient la possibilité d'aller en appel. Donc, pour moi, quelque part, c'est embêtant quand vous écoutez ces choses. Et la République semble s'en accommoder. Et des chancelleries étrangères. Tout le monde semble s'en accommoder. Et on a écouté le président Moustapha Ssoglu lui-même s'en accommode. C'est-à-dire que c'est comme si c'est normal. Non, ce n'est pas normal, parce que ça crée un double État. Il y a l'État des privilégiés et l'État de la marmaille, de la masse. Lui peut croupir en prison. C'est comme si on s'entend pour que certains croupissent en prison et que certains soient piétinés. Eux, ils n'ont pas de droits. Et que d'autres sont des super droits. Non, je pense que les principes doivent être les mêmes. Ça, c'est au nom de ça que moi, je travaille, j'élève la voix parce que j'estime qu'il faudrait que ça soit la même chose. Donc, ce que dit le député, ça, c'est le BR. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de la position du député pour montrer clairement. Il devrait, lui, en tant que celui qui vote la loi, il devrait s'offusquer. Tous les députés devraient s'offusquer. L'Assemblée nationale devrait s'offusquer. La prétendue société civile démocratique devrait s'en offusquer. Et tout le monde devrait s'offusquer. Qu'il y ait une sorte de traitement non égalitaire, discriminatoire de ceux qui sont détenus aujourd'hui dans le pays. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais été jugés et qui sont en prison depuis des années. Mais c'est leur cas, il faut sortir. Peut-être que même les problèmes, parce qu'avec les mutations, même les procureurs de la République qui se relayent, il y en a peut-être qui n'ont jamais touché à leur dossier. Ils sont là. Ils n'ont plus d'avocats. Parce que bon, les avocats aussi, il y en a quand même beaucoup qui sont totalement mercantiles. Ils sont plus dans les finances. Heureusement, ce n'est pas tout le monde. Mais alors, donc il y a des avocats, ils prennent, ils disparaissent. Eux, vous ne les voyez plus. Donc, du coup, il y a tous ces cas-là, en réalité. Donc, toute la société est à interpeller. Il y a un problème sérieux, peut-être de la justice, qu'il faut évoquer, mais pas de cette manière-là. C'est une injure à nos juridictions. Et moi, les institutions issues de la Constitution de 1990 méritent respect, méritent considération, pour peu qu'elles soient régulièrement installées, fonctionnent dans le cadre des prérogatives qui sont les leurs, des textes qui sont en vigueur, et dans les mandats qui sont les leurs. Tant qu'elles fonctionnent, moi je ne vois pas pourquoi on doit penser qu'on est plus intelligent que ceux qui les ont mis en place ou ceux qui animent ces institutions. Voilà. En restant toujours avec le parti les démocrates, en restant à l'Assemblée nationale, il y a eu cette question qui a fait polémique toute cette semaine, l'installation des commissions techniques de l'Assemblée nationale. Hassan Seibou a quelque peu regretter qu'on affuble la mouvance de cupidité. Ce n'était pas le cas
quand la majorité s'est entendue à laisser les démocrates ravir le poste de deuxième vice-président, et ils s'étonnent de ce que, en ayant quand même refusé les possibilités qui leur ont été offertes, qu'on les taxe aujourd'hui de cupides, ils trouvent que c'est avoir, pour les démocrates, c'est avoir très peu d'égards pour les deux partis de la majorité. Oui, je partage largement cette position. Je l'ai peut-être commenté. Je partage cette position dans la mesure où non, je pense que les démocrates surjouent un peu l'opposition. C'est comme si on n'a jamais eu d'opposition dans ce pays. Mais je pense qu'ils ont intérêt à aller faire une sorte de pèlerinage sur la tombe d'Albert Evoy, je dirais, pour lui demander, et peut-être l'invoquer, et lui demander de les aider à faire de la bonne opposition. Mais Albert Evoy, ils avaient des faits, du concret. Et lorsqu'ils faisaient leur opposition, c'est-à-dire qu'à chaque prise d'opposition, c'est des données, c'est des faits. Et ça obligeait le gouvernement parfois à parler. Et quand le gouvernement ne parle pas, mais ça reste comme un gros sujet qui est là. Ce n'est pas les histoires de question d'actualité sur Dazazoumen, ça c'est pas des choses, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, n'a rien à voir avec... par ailleurs. Mais bon, c'est important quand même. Là. Mais non, oui. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Hein, ils ont le droit de le faire, ils le font, c'est leur droit. Moi, mais l'opposition d'Albert Evoy, c'était des questions sérieuses. Hein, non, le gouvernement même, ça transpirait. Donc, moi, quand on voit les démocrates se plaindre sur Trampontin de commission, tout ça, alors, on leur donnait un pot de secrétaire, ils refusent. Mais alors, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils ont allé à la Cour constitutionnelle. Oui. Moi, je ne sais pas ce que la Cour va leur dire. Vous savez, rien n'est nouveau dans le pays. On ne peut pas réécrire le droit. Et la Cour a déjà donné toutes sortes de décisions sur cette question de l'opposition et de la minorité, de la minorité et de la majorité. Et dans le cas d'espèce, ce que les démocrates ignorent, c'est exactement la même configuration que la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a le président et il y a les autres. Oui. La commission, il y a le président, il y a les autres. Les partis, les forces majoritaires, une fois le président de la commission élu, les forces majoritaires ont décidé, entre le vice-président, je pense qu'il y a 2 rapporteurs. Oui, 2 rapporteurs. Et un secrétaire. Oui. Alors, donc, entre les 4 postes qui restent, ils ont donné 1. Oui. Mais ils ne peuvent pas donner. Ce n'est pas aux démocrates de choisir les postes qu'on va leur donner. Mais ils ont donné 1, ils ont refusé. Mais ils peuvent écrire n'importe quel texte. Ils n'auront pas plus de postes. En termes de vice-président, ils n'ont pas mieux que ce qu'on leur a donné. À la limite, la Cour peut leur demander que la majorité peut essayer de leur retourner, peut-être de leur permettre s'ils veulent. Mais je ne vois pas la Cour imposer. Ces temps-là sont révolus. Je pense que depuis les réformes à la Cour, je ne vois pas la Cour imposer pour dire vice-président, premier rapporteur. Ce n'est pas son travail non plus. C'est vrai qu'on a connu des cours qui ont fait ça. Parce que bon, la Cour aussi, comme je dis, c'est question d'option. Oui. Mais j'ose croire, je veux espérer que la Cour de cette année, la Cour en place, les cours qui vont suivre ne vont plus descendre à ce niveau bas de répartition des choses qui ne les concernent pas. Hein. Donc, à l'Assemblée nationale, le bureau de la commission compte un président, un vice-président, 2 rapporteurs, un secrétaire. On lui a donné un poste sur 5, il refuse. Alors, je ne vois pas où se trouve la cupidité dans ce domaine. Voilà. En restant sur ce, et au-delà du schéma qu'on a là, démocrate, bloc républicain, Union progressive, le renouveau, est-ce qu'il peut arriver, parce que le président du groupe parlementaire a avancé que c'est le règlement intérieur qui a présidé à cette configuration-là, en tout cas l'article 12. L'article 12, tout a été respecté à la lettre, mais je lui ai posé la question, je vais vous poser la même question. Comme dans d'autres architectures démocratiques, est-ce qu'il peut arriver, par exemple, que ce règlement puisse évoluer et qu'il prévoit à l'avenir que la minorité, que certaines commissions soient attribuées, ou bien une commission, par exemple, c'est un cas de figure, soit attribuée d'office à la minorité. Est-ce que ça vous paraît sensé? Pour moi, ce n'est pas essentiel. Non, ce n'est pas nécessaire. Pour moi, ce n'est pas essentiel. Ça peut venir. C'est l'Assemblée qu'il faut faire son règlement intérieur. Ouais. La Constitution ne l'a pas interdit, donc ça peut arriver. Et ça a déjà arrivé maintenant une fois. Mais, ouais, ce qui est bizarre, c'est que lorsque l'FCBE était majoritaire en 2011, mais ils ont fait ce qu'ils reprochent aujourd'hui. C'est que les démocrates ne reprochent aujourd'hui à la majorité. Mais les gens n'ont qu'à retourner. Lorsqu'ils étaient majoritaires, en 2015, mais ils ont octroyé quoi? Donc, il faut qu'ils essayent de retourner au temps passé
pour regarder concrètement quels étaient les comportements des acteurs. Je pense que cette question n'est pas une question essentielle. Lorsqu'on a des sujets sérieux à régler, ça c'est des trucs de gâteux, c'est des émotions de gâteux. Donc je pense qu'il faudrait, plus on en parle, plus on donne d'écho à ce genre de choses. Ils ont déjà saisi la Cour constitutionnelle. Moi je pense qu'ils sont habitués, hein, la classe politique béninoise, une certaine classe politique, parce qu'il y en a qui comprennent de plus en plus maintenant que les choses changent. Cette classe politique est habituée à ces émotions de gâteux, des choses qu'ils ne peuvent même pas admettre à leur famille, à leurs enfants. Parce qu'au nom de la démocratie, au nom de ci ou de ça, c'est quoi? L'opposition n'a pas gagné les élections. La minorité ne peut pas s'imposer à la majorité. Sinon, on n'est plus la démocratie. Même si je vois certains dénonciers de dogmes démocratiques, mais qui défendent ça, je dis, mais attends, finalement, mais c'est quoi le droit de la minorité? La minorité la majorité a le devoir d'écouter la minorité, mais la majorité gouverne. C'est ça le principe démocratique. La majorité gouverne. Alors donc, place à la majorité et qu'on passe à autre chose. C'est tout. Voilà. Mais on ne le dit pas assez. Mais vous êtes minoritaire. Mais vous avez un créneau, parlez et puis circulez. Vous n'êtes pas majoritaire. C'est parce que vous êtes minoritaire. Irénée Agossa est théoricien d'un système de gouvernance. Il appelle ça le coefficient minimum, voilà, où il estime que lorsque un président de la République est élu à 70%, il y a 30% qui n'ont pas élu, mais qui sont du Bénin aussi. Il faudrait trouver un mécanisme pour associer les 30% à la gestion du pouvoir. Donc, vous voyez la logique. Du coup, si on suit la logique d'Irénée Agossa, c'est que au Parlement, il y a 30%, il y a 25% de postes qui doivent revenir aux démocrates. 53%. Non, pas 50. 115. Non, il y a. 25, 115. Oui, il y a vraiment 30%. Hein, 30% aux démocrates. Non, pas aux démocrates. Au bloc républicain, oui. Bon, il va rester. Il va rester. Un peu moins de 50%. Qui va revenir au parti, l'Union progressive de renouveau. Voilà la logique de la gauche. Ils n'ont pas encore voté ça. Quand les juifs vont voter, on verra. Mais ça n'existe pas. Ils ne l'ont pas voté. Moi, je trouve ça pertinent. Après, il va falloir comment mettre ça en place. Ça va devenir un peu comme la cacophonie du conseil présidentiel. C'est pertinent, mais s'il n'y a pas, on ne met pas de l'ordre, ça va devenir un peu la cacophonie où chacun va dire, ah, moi j'ai la légitimité parce que j'ai 25%. J'ai la légitimité parce que j'ai 10%. Non. On ne va pas aller dans ça. Donc, autant c'est logique, c'est pertinent, mais la mise en œuvre est délicate. Et donc, on reste à la sacro-sainte règle de la loi de la majorité. Donc, de la prépondérance de la majorité sur la minorité. Et comme moi, il faut pas être, il y a des langages qu'on peut tenir, c'est l'écrasement de la majorité par la minorité. Moi, je pense que le dire, c'est pas encore mal dit. Mais on va dire, ah non, ça c'est pas là. C'est ça la démocratie. Aux États-Unis, lorsque le président gagne, on dégage, on place la nouvelle administration et les gens travaillent. On ne se met pas à se lamenter aux positions minorité. Non, les gens travaillent. Ils travaillent, ils bloquent ce qui n'est pas de leur idéologie et chacun connaît où est son rythme. On se lamente. Vous n'avez pas gagné, dégagez, laissez les autres travailler et reprenez le pouvoir. C'est ça la logique. Nous, on s'amuse trop avec les mots, les jeux, les trucs, et ça crée, et on fait du piétinement dans un continent, dans un pays où on a besoin de travailler pour développer. Mais on passe du temps sur l'accessoire. Oui, sur la moelle, sur la menthe, sur Jérémie. Est-ce que justement cette stratégie des coups d'éclat incessants peut tenir dans la durée? Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, ils surjouent. Ils surjouent et ils vont se fatiguer. Vous avez passé déjà, ils ont déjà vidé les lieux une fois. Vous l'avez vu, dans l'opinion, vous avez vu que ça a eu un effet? Non, ça n'a pas d'effet. Et ils vident, les gens vont voter. Et ils sont largement majoritaires. Ils sont 25%. Donc les 3 quarts, ils vont rester là, ils vont vider. Donc du coup, alors c'est à eux de voir. C'est une mauvaise stratégie, une très mauvaise stratégie. Et une mauvaise communication par ailleurs. Ils pensent qu'en tant qu'opposition, là, ils ont gagné le pouvoir. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont opposants. Ils sont opposants. Ils sont minoritaires. Ils n'ont ils ont moins de 30% de l'électorat, mais ils n'ont qu'à savoir raison garder et rester à leur place. Travailler peut-être pour la prochaine fois, mais ils sont minoritaires, Pourquoi c'est difficile qu'ils comprennent ça? Et comme on ne leur dit pas ça non plus, pour de bon. Donc, les gens leur ont donné quelque chose. Ils ont eu deux vice-présidents, ils ont applaudi. Quand la Cour constitutionnelle leur permettait de ne pas être à jour et d'aller aux élections, et ils ont trouvé ça bien. Que cette cour-là, après, quand la cour là, on affuble la cour de tout. Mais c'est quoi ça?
Mais il y a cette dégénération, ça. Donc, ça, c'est pas la démocratie. C'est ça, pas la démocratie. Mais en laissant faire, on crée ce genre de situation qui, bon, donne l'impression qu'ils ont droit à quelque chose. Ils n'ont pas droit. La loi n'a pas créé cette situation. Et donc, qu'ils circulent normalement et qu'ils aillent travailler plutôt pour produire du contenu. Du contenu, je pense. Ils ont droit à être chef de file de l'opposition. Ils n'ont qu'à nous impacter. Ils n'ont qu'à nous faire des propositions alternatives. Ils n'ont qu'à produire du contenu. Ils ne le font pas, pour moi. Voilà. Nous avons cette intervention close cette partie liée aux démocrates. L'autre actualité qui a fait, en tout cas qui fait encore polémique, on va dire, qui brasse beaucoup de commentaires, c'est ce remplacement de Cyril Goumbédi à la tête de la NIP. Là également encore, Hassan Seibou a dit qu'il n'y a pas matière à brasser, voilà, quelques commentaires. Le chef de l'État est dans son droit de nommer qui il veut à la tête de ce précieux instrument, d'autant plus que, sans jeter la pierre à l'ex-directeur de la NIP, il y a encore beaucoup de chantiers sur lesquels il faut avancer pour arriver à une liste performante. Et si ce Rwandais est qualifié, comme on le dit, pour faire le travail, il n'y a pas péril en la demeure. Non, entendons bien. C'est déjà trop dit, c'est déjà beaucoup trop pour peu, pour moi. C'est que, normalement, c'est ça que je dis, nous, on parle beaucoup sur l'accessoire. Mais les gens parlent des données stratégiques. Quelles données stratégiques nous avons? On est déjà à l'ajustement structurel. Mais toutes nos données sont au Bretton Woods. Toutes nos données sont en France. Toutes nos données sont où? Quelles données stratégiques on a réellement? Mais un pays comme le nôtre doit savoir où sont ses priorités. Les gens parlent de leurs données. Donc, vous voyagez, toutes vos données sont... Vous êtes dans une banque, toutes vos données sont sur les Android. Vous tapez, vous acceptez, toutes vos données, la biométrie, les noms, prénoms, date de naissance, nom de prénom de mère, tout ça, c'est partout. Carte de crédit, vous enregistrez ça sur vos Android. Mais il reste quoi? Mais bah, il y a que la date de votre date de décès que vous n'enregistrez pas, parce que ça, au moins, vous ne savez pas. Mais en dehors de ça, tout est sur les Android. Mais je ne comprends pas concrètement où est le problème. Ça, c'est les données personnelles. On va me dire, oui, la loi protège, bien sûr. Mais alors, ce monsieur, il est si inconscient. Mais c'est quand même un Africain. C'est un haut cadre. Mais on nous amène des cadres, représentants résidents de ci, de ça. Ils ont toujours des données. Ils demandent, on donne. Mais on dirait que les gens ne comprennent pas comment fonctionne un État. Ils ont un problème à comprendre. Sinon, moi, je ne vois pas où est. Je ne vois même pas. On n'a même pas. Moi, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement répondre à cette question. Mais je trouve. Il n'y avait pas, il a dit, pour le paraphraser rapidement, il n'y avait pas un CV sur la table du président. Non, il n'avait même pas. Pas de choses d'état dans un rôle qui lui est dévolu. Normalement, il n'y a pas de réponse à donner. Mais il a nommé. La loi lui permet de nommer. Il a nommé. Mais où est le problème? S'il doit s'appliquer, on doit répondre à chaque fois sur ces questions. Mais il y a l'essentiel. Ouais, bon, on dit, bon, voilà, tel, il n'est pas allé au rendez-vous de tel, il n'est pas à l'enterrement de tel, il n'est pas. Mais ça c'est bas. C'est le niveau bas de la lecture. Mais c'est comme si on n'a rien à faire. C'est l'oisiveté qui crée ces choses-là. Les gens ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Réfléchissent pas. Cogitent pas. Ne travaillent pas. Ils sont dans la vulgarité, des choses qui ne sont pas essentielles. Attendez, mais en quoi ce monsieur Niamoulinda, voilà. En quoi? Il aurait pu venir ici comme représentant régional de la Banque mondiale, qui aurait plein de données. Il suffit qu'il demande. Et personne ne l'aurait su. Mais les gens qui conduisent nos équipes nationales, je l'ai dit, on a un premier ministre, la boîte de naissance, Lionel Zissou. Il n'était pas moins français. Je donne déjà cet exemple-là une fois. Il n'était pas moins français, pourtant ça n'a choqué personne. Bon, les gens disent, Yovo, bon, les gens ont attaqué. Mais aujourd'hui, ça paraît normal aujourd'hui. Le Yovo, là, c'est son teint qu'on regarde. On ne regarde pas la nationalité. Il y a plein de Béninois qui ont double nationalité et qui ont des hautes responsabilités. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Mais si ça pète ici, ils iront dans leur autre état. Moi, je ne vois pas, honnêtement, j'ai l'impression que c'est l'oisiveté qui crée cette situation. Les gens ne travaillent pas. S'ils étaient vraiment occupés, ils ne vont pas perdre leur temps sur cette question. À mon humble avis, moi, Cyril Goumbédi, je l'ai vu travailler. Je pense qu'il est un peu partout. Pour moi, il est un peu dispersé. Ça, c'est vrai. Ça, ce n'est qu'un avis personnel que je sors aujourd'hui parce que je ne suis pas l'utilisateur de ce cadre de l'administration. Mais il est utilisé un peu partout. Peut-être que le chef d'État a voulu le concentrer sur d'autres responsabilités. Il vient de prendre également d'être installé membre de la délégation de l'éthique. À l'éthique. Donc, c'est quelqu'un
il a des valeurs, il a une valeur ajoutée, sans doute, si on le nomme. S'il a été dans le comment on a fait, sous Adiou, la structure qu'Adiou avait dirigée dans le cadre de la... Pour la Lépi. Pour la Lépi. Oui. S'il avait été là, il avait déjà été là-bas. Oui. Et donc, sous Kérékou, il était actif. Sous Yahi, il était là. Sous Talon, il revient. Ça veut dire que c'était un cadre compétent. Après, il ne peut pas tout réussir. Oui. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas ça. Il ne peut pas tout réussir. Oui. Et il faut que les gens comprennent ça et en fassent. Est-ce qu'il y a des CV meilleurs? Moi, je suis administrateur des élections. À la Sénat, les lois nouvelles, combien de lois ont fait recours aux administrateurs électoraux? Et donc, on n'a pas d'administrateur électoral que seulement à partir des coordonnateurs d'arrondissement. Mais pourquoi c'est les magistrats, c'est les personnalités politiques qui voient? Pourquoi un magistrat, alors qu'il y a un administrateur électoral, alors qu'il y a un droit pénal des élections, qui a besoin des magistrats dans les tribunaux, par exemple? Alors, on aurait pu se fâcher, personne ne s'est plaint. Même l'université ne s'est même pas plaint. Même l'université ne s'est pas plaint. Mais je forme des administrateurs électoraux, et pourtant les députés votent des lois, et ne demandent même pas que, ne les mettent pas en pôle position. Alors que c'est leur travail. Est-ce qu'un vétérinaire peut faire le travail d'un médecin pédiatre? Non, et pourtant, là, ici, on demande aux magistrats qui ont de haute qualité sans doute, mais ils ne sont pas formés pour gérer les élections. Ils sont formés pour juger. Pourquoi donc? Alors, et pourtant, on les met partir un magistrat. Moi, j'ai rien contre ce record, cette haute fonction de l'administration non plus. J'ai rien contre. Mais je me dis, on les nomme, on les met, alors qu'ils manquent ailleurs, où ils ont d'autres prérogatives, surtout liées aux élections. Les jugements en référé, ou bien les cas en référé pendant la période électorale, ils ont besoin de magistrats sur place. Mais on les utilise déjà. Donc, pourquoi les gens ne se plaignent pas? Pourtant, donc, il y a plein de cas, peut-être anormaux, plein d'anomalies qu'on aurait pu relever, qu'on ne relève pas. Mais on vient s'appuyer sur le Rwandais, le Rwandais, comme s'il n'avait pas d'identité. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, c'est déjà trop dit également. Moi, je pense que tant que le chef d'État est dans ses prérogatives, il ne peut pas aller faire un référendum à chaque fois quand il veut prendre une décision. Il est le seul à savoir pourquoi il a fait appel à celui-là. On va laisser le monsieur travailler et voir s'il nous apporte quelque chose ou pas. Le chef d'État est là, il avisera. Et s'il lui n'avise pas, l'autre viendra pour aviser. Donc, pour moi, je n'ai pas de fausse pile. Il n'y a pas un Béninois. Les Béninois sont là. Pourquoi on va faire appel à des sélectionneurs étrangers? Et pourtant, il y a des Béninois. Moi, Moussa Latunji, par exemple, on l'a remplacé. Mais attendez, vous pensez que Guérin va faire les choses? Mais il ne peut pas. Ce n'est pas lui qui joue. Attendons de voir. Ce n'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue. Donc, le problème, on peut dire beaucoup de choses. Oui. Hein? Si on a fait appel à Guérin, ça veut dire quoi? On estime qu'il a une valeur ajoutée. Oui. Quand il a entraîné de grandes équipes, c'est la même chose. Ce n'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue. Donc, si on estime que le Béninois n'est pas suffisamment expérimenté, pourquoi quand on l'a remplacé, aucun Béninois n'a été plaint? Au contraire, les gens sont contents. Les gens ont même demandé qu'on amène un expatrié. Alors donc, ici on demande un expatrié, là on se plaint, ouais, que les gens ne savent même plus. Question de cohérence. Voilà. Mais il y a un sujet sérieux qu'Assane Seibou a évoqué parce qu'il a été le premier lors de la constitution de cette liste à pointer les anomalies. Il souhaiterait quand même que peut-être que ça va se jouer au niveau de l'Assemblée nationale, que les politiques soient un peu plus associés au processus. Parce qu'au final, l'expérience a montré que ce sont les politiques qui ont fini par donner un quitus pour que la machine puisse aller de l'avant. C'est une dérive. C'est un travail technique, c'est pas un travail politique. C'est une dérive. Pour moi, c'est une dérive. C'est un travail technique, c'est pas un travail politique. Les politiques, ils n'ont fait que l'école politique. Ils n'ont fait que l'école politique. Ils sont au poste, ça ne leur donne pas de compétences particulières. Il faut laisser les techniciens faire le travail. Oui, parce que s'il y a des anomalies, la loi va corriger. Voilà. La loi va corriger les anomalies. Et il faut juste corriger ce qui n'a pas fonctionné. Mais c'est pas une affaire. On a vu Coslepi. On n'a pas vu sa limite. Oui, on a vu CPS Lepi. On a vu sa limite. Parce qu'il a avancé. Il a dit par exemple qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont fait qu'aujourd'hui des partis politiques se disent n'avoir pas réussi ici et là, justement à cause de ces dysfonctionnements, y compris le bloc républicain. Ils n'ont qu'à corriger. Ils sont au Parlement maintenant, ils n'ont qu'à corriger. Mais impliquer les politiques, on retourne en arrière. C'est une dérive. On a vu des dérives de CPS Lepi. On a vu les dérives de Coslepi. Ce n'est pas un travail de politique, c'est un travail technique.
Même les élections, c'est ça que je dis. C'est les dérives que nous... Non, non, attends, ne retournons pas en arrière. Organiser les élections est un travail technique. Les politiques sont là pour suivre. La loi lui donne le droit d'être présent partout. Il peut être présent, contrôlé. Il peut créer un groupe. La loi peut former, la loi peut trouver un mécanisme, même les financiers, pour qu'ils suivent le mécanisme de manière horizontale, avec les structures, l'organe de gestion des élections. Mais ça, se mêler du travail de l'autre des observations, il les relève, il les remonte, et les observations sont analysées et gérées. Mais moi, je ne pense pas qu'ils ont... Non. C'est eux, les députés, qui doivent faire un travail cohérent. C'est eux qui doivent lire les textes. C'est eux qui doivent travailler les leurs pour qu'ils soient présents aux sessions des commissions techniques et travailler, lire les documents, mettre des apports aux lois. C'est eux, c'est leur travail. Mais les politiques, mais ils n'ont pas de... Moi, je dis que parfois, vous avez... À certains débats, dit non, moi, je veux débattre avec un politique. Je dis, mais attends, qui est politique? Qui n'est pas politique, par ailleurs? Qui n'est pas politique dans le pays? Tout le monde est politique. C'est une affaire de positionnement. C'est une affaire... Des gens qu'on ne connaît pas, qui deviennent politiques. Et des gens qui n'ont... Enfin, non. Je pense qu'on a notre faculté de sciences politiques, notre faculté de droit et de sciences politiques, la science politique elle-même, c'est à peine il y a 20 ans. Et combien de spécialistes, politistes, politiciens, politologues, on en a plus jamais. Ça, c'est des théoriciens. C'est des théoriciens. Les praticiens, c'est les médecins. Le chef d'État, il est spécialiste du commerce, c'est un homme d'affaires. Boniaï était un banquier, Michel Fossoglo était un banquier historien, Mathieu Kerkou est militaire. Mais qui est politique parmi eux? Macron, c'est un banquier. Et celui qui est Joe Biden, alors, c'est un avocat. Un avocat. Voilà. Finalement, c'est qui politologue? Les politologues, ils sont dans les universités, ils sont dans les laboratoires. Les politiciens, c'est les gens comme vous et moi qu'on apporte et qui font de la politique. Je peux me faire militant et je deviens politicien demain. Mais quand ça me donne quelle compétence particulière? Donc, c'est dire qu'il faut qu'on puisse penser qu'on n'a pas la science infuse et qu'on apprenne à se faire confiance. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on ne se fait pas du tout confiance. On ne se fait pas confiance et ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on apprenne à se faire confiance pour que le navire tourne. Moi, j'ai des propositions. On n'a pas le temps. J'ai des propositions par rapport au dysfonctionnement qu'il y a eu. C'est simple. Il faudrait qu'il y ait une science de simulation. Tout simplement. Il faudrait que les ONG qui s'occupent des choses de la Sénat là, se concentrent sur l'orientation des citoyens. Quand tu vas ici, tu retrouves pas ton nom, tu vas là-bas. Si on fait une séance de simulation, une seule fois, on va régler beaucoup de problèmes. Une séance de simulation. Je dis donc... comme un jour d'élection normal. Exactement, comme un jour d'élection normal, par exemple. Et on expérimente. Quand on dit que la NIP affiche pendant 7 jours la liste de combien de jours les gens doivent relever les... Mais au même moment, on peut dire le 7e jour, c'est un jour de simulation. L'État peut même faire journée fériée. Et donc, ça permet de régler cette question. Ce n'est pas une affaire de politiciens. Donc, moi, je trouve que ce n'est qu'un exemple. Hein. Moi, j'ai d'autres exemples sur d'autres cas qu'on peut essayer de faire et de remonter pour avancer. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de politiciens. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Ça va nous retourner dans les dérives, ces pièces cassent les pieds. Voilà, autre sujet qu'il a vidé rapidement, c'est cette question du remaniement ou pas remaniement. Au BA, ils ne sont pas demandeurs, ils ont des ministres au gouvernement, quitte à ce que le chef de l'État apprécie le travail des uns et des autres. Pour eux, ce n'est pas un sujet prégnant sur la table, on laisse le chef de l'État faire. Tout compte fait, les élections législatives ne sont pas, n'ont pas une incidence particulière sur l'architecture du gouvernement. Oui, c'est ma position également, je pense que je l'ai expliqué. Oui. C'est ma position également. On est habitué.
On est habitué à cela. On est habitué. Donc, on l'attend. On l'attend. L'attendent, les politiciens l'attendent. Et on l'attend. Même quand ils ne le disent pas. On l'attend d'autant plus que ceux qui sont là ont déjà fait quand même 7 ans. Hein? On l'attend parce que tout le monde aspire aussi à ça. Bon, moi, je n'aspire pas. Parce que je suis pas Non, on ne le sait jamais. Non, je ne suis pas membre d'un parti. Je suis à l'UPN OBR. Donc, du coup, mon nom n'est pas parti. Je ne suis pas dans ceux qui se bataillent. Personne ne refuse d'être ministre. Bon, il y en a qui refusent. Mais ça dit quoi? Au niveau des états-majors politiques, ceux qui militent attendent aussi d'être appelés à ces responsabilités. Donc, c'est légitime. C'est légitime. Moi, je trouve que c'est légitime. Les gens sont déjà arrêtés là. Moi, je pense qu'après 5 ans, c'est ma petite lecture, après 5 ans, ils ne donnent plus quelque part de... Mais comme la locomotive tourne et emporte tout le monde dans son truc, moi, je pense que on s'habitue maintenant à voir un ministre rester là. On va s'habituer peut-être à voir des ministres qui feront 10 ans avec le chef de l'État. Ce serait franchement extraordinaire. Ce serait quelque chose de pathétique. Mais au niveau des partis politiques, est-ce que c'est la... Bon, ça crée... Ça peut créer des frustrations. Oui, légitime. Parce que bon, c'est quand même logique. Vous savez, ouais, même si, c'est pas... L'Ougan là, c'est pas l'argent nécessairement, mais c'est d'être premier, c'est d'être là, c'est d'être le vôtre. Tout le monde veut voir le sien à ce niveau-là. Et donc, quand c'est les mêmes qui sont là depuis, bon, les gens se disent, mais ils ont quel mérite particulier? C'est pas eux qu'on a élu, c'est les chefs de l'État. Mais pourquoi c'est eux qui sont là? Et certains, parmi eux, se prennent la grosse tête. Surtout que certains sont élus, ils sont pas pris, certains ne sont pas allés au Parlement siéger. Et en même temps, bon, on leur dit, comme s'ils sont tellement importants, ils sont très importants. Mais bon, c'est nos ministres, on les doit respecter. On les doit respecter parce que nous devons respecter aux chefs de l'État, qui les nomment, fixent l'attribution, mais font leur fonction. On estime qu'ils donnent satisfaction aux chefs de l'État. Donc, ils sont à leur place. Est-ce qu'on peut dire, égard aux années précédentes, qu'on est passé d'une banalisation du poste à presque une sanctuarisation du poste? C'est vrai que quand vous comparez avec le Taïaï, c'est tombé de Kira Bankani en Kali, donc c'est ça l'expression. C'est-à-dire qu'entre les remaniements, les milices qui sillonnent, on passe d'un extrême à un... Même à 2 semaines de la fin du mandat, en plein truc, on a eu des milices de 2 semaines. Enfin, donc, peut-être ça, je pense que ça c'est un extrême terrible, c'est quelque chose d'extraordinaire, de bizarre. Mais bon, là aujourd'hui, est-ce que c'est bizarre? Non, c'est pas bizarre, mais c'est extraordinaire aussi. On a des ministres qui font finalement les 10 ans, pratiquement tous. Enfin, qui en a eu 2, 3, il y en a eu qui ont fait 7 ans, 8 ans, mais qui en a qui fait quand même, tous, c'est pathétique. Donc oui, sanctuarisation peut-être, pourquoi pas. Enfin, apparemment, on se surprend à se dire, mais finalement, ils sont élus avec le chef de l'État, ils sont avec le chef de l'État. Mais comme je l'ai dit, si le patron est c'est le seul qui apprécie. C'est lui, il est content d'eux. Bon, voilà, tant mieux, donc on va continuer. Qu'est-ce que nous voulons, le développement? Je pense que ça, c'est des choses... Ce que nous disons là, c'est un peu juste pour amuser la galerie parfois et pour gérer aussi les sentiments légitimes donc d'ambition. Lorsque vous êtes militant, il faut ambitionner toujours, être positionné. Donc, et le pôle du gouvernement, c'est quand même l'un des pôles sacrés. Vous êtes à côté du chef, vous travaillez avec lui pour la République. Vous êtes au cœur de l'action de l'État pour les citoyens, directement. Donc, tout le monde ambitionne quand même, en tout cas tout militant. Donc c'est logique qu'il y ait quelques frustrations. Mais je pense qu'ils sont obligés de faire comme mauvaise fortune, bon cœur. Parce que le chef de l'État a ville. Sans doute, moi je ne pense pas qu'il n'y aurait rien. Mais ça prendra son temps. Ça viendra quand le chef d'État le décidera. Peut-être. Quelques petits remodélages. Peut-être. Mais bon. Disons que moi, avec Patrick Talon, on s'habitue. Et je pense qu'il faut qu'on s'habitue maintenant à ce qui n'était pas normal et qui devient de plus en plus normal. Voilà, donc, après les élections, dans un système de régime présidentiel, on n'a pas besoin de remaniement. On n'a pas besoin de remaniement. Donc, le président est dans son calendrier. Il remanie quand il veut. Et il change son gouvernement quand il veut, comme l'a dit la Constitution. Donc, pour moi, il est dans son droit. Et donc, laissons-lui la main. Et là où la loi ne l'a pas contraint, il faut le laisser, c'est lui qui décide. Voilà. On va peut-être finir sur cette question de les 3 ans de la Cour constitutionnelle.
les 33 ans de la conférence des forces vives de la nation. Mardi, symboliquement, on aura, disons, bouclé cette célébration. Avec le recul aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, avancées. Le président Soglo a fait une sortie, beaucoup de personnalités en ont parlé. On en a beaucoup parlé aussi ici à ETélé. On a pris l'habitude de travailler sur ces questions. Que faut-il dire encore en plus à propos de cette conférence nationale des forces vives de la nation? Ah oui, comme vous l'avez si bien dit, on en a trop dit, on en a beaucoup dit, voilà. Mais il faut continuer d'en dire, il faut continuer d'en dire pour que plus jamais nous soyons dans les conditions dans lesquelles on était. Moi, je suis dans cette dynamique aujourd'hui. Oui, au départ, ça paraissait historique, mais avec le temps, on se rend compte que non, un État ne peut pas être en faillite. Un État ne peut pas être dans une situation totalement désemparée comme on l'a été en 88-89. Donc, trouver que c'est historique consensus, il n'y a pas eu de consensus. Là également, il faudrait qu'on soit sérieux. Il n'y a jamais eu de consensus en 90. Il y a eu quelques aménagements, quelques arrangements, il y a eu des menaces, il y a eu des rapports de force, et il y a eu un médiateur central, Monsieur de Sousa, qui a permis qu'on ait pu avancer jusqu'au bout. C'est ça, consensus? Non. Il y a eu peut-être l'entente. Hein? Il y a eu un mémorandum. On s'est entendu sur un essentiel. La preuve, en 1991, lorsque Mathieu Kérékou a perdu les élections, il a fallu une amnistie. La conférence ne l'a jamais dit. La conférence ne l'a jamais demandé. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'il ne faut pas qu'on traverse l'histoire. Il ne faut pas qu'on change les donnes. Il faut qu'on change les donnes. Il faut qu'on maintienne. Oh, dès la fin de la conférence nationale, déjà les données ont commencé par être changées. La limitation du mandat était actée. Mais la limitation d'âge n'a jamais été actée à la conférence nationale, et pourtant on l'a imposée. Après, on a fait des options fondamentales. Ça, c'est une trahison. C'est une trahison, et tout le monde dit, au nom de la conférence nationale, l'historique conférence nationale, l'historique consensus. Non, il n'y en a pas eu. Dieu, si on se laisse aller donc, à la métaphysique, Dieu nous a aidés à trouver une solution. Une porte de sortie. Là où ailleurs, le sang coule. Oui. Là, on peut remercier le Seigneur. On peut remercier son envoyé spécial, Monseigneur de Sousa, qui a pu contenir et gérer. J'ai recueilli beaucoup de témoignages sur cette question. Qui a pu. Monseigneur de Sousa, c'était un envoyé spécial de Dieu à la conférence nationale. Mais ça ne peut pas nous permettre. Ce n'est pas parce qu'on a réglé un conflit qu'on va dire que le conflit n'a jamais existé, ou bien que alors que c'était un extraordinaire réglage. Donc, on doit célébrer ça. Non. On doit empêcher qu'il y ait conflit. On doit empêcher qu'il y ait banqueroute. On doit empêcher que l'État se retrouve en faillite. On doit empêcher la malgouvernance. C'est pour ça qu'il faut saluer l'élan actuel. Et c'est peut-être la liaison que la République n'a pas pu faire. C'est dommage, pour l'un de nos 60 ans, on était sous Covid. Oui. D'indépendance. J'espère que pour les 65 ans, il faut que la République fasse les liens entre les différentes grandes étapes de son évolution. Du 1er août 60 au 26 octobre 72, analyser ces 12 années-là et tirer des conclusions fortes. On donnera acte au président Zissou de vouloir faire de grands changements que les militaires n'ont pas pu laisser faire. Qu'on doit analyser de 26 octobre 72 à la fin de la conférence nationale. Et on se rendra compte que la stabilité de 72 à 89 avait un coût. Et que la constitution du 26 août 77 n'était pas mauvaise du tout pour un pays en développement comme le nôtre. Que les cadres, quand ils ne sont pas quadrillés, quand ils ne sont pas encadrés par une rigueur, c'est les cadres qui sont les vecteurs de la malgouvernance. Pas les politiques, les cadres. Que le PRPB n'a pas fait tant de mal qu'on le pensait, que les cadres l'ont fait plus que le parti. On doit l'acter. Que Mathieu Kérékou était plutôt une sorte de paravent d'un système, mais qui n'était pas lui-même, c'est là. Ce qui fait que les cadres ont fait ce qu'ils ont pu. Il lisait. C'était le lecteur, c'était celui qui se mettait devant. Il avait un charisme. Mais il n'avait pas la main. Il ne connaît pas. Enfin, il disait des choses qu'il ne connaissait pas. Et à ça, laisser la main à d'autres pour en arriver là. C'est quand on fait ce point, ça nous aurait permis, en 90,
c'est d'enlever le livret du Bonglin, les Bonglins du livret, pour savoir où aller. On ne l'a pas fait en 90, à la conférence nationale. Ceux qui avaient échoué en 72, 75, ceux qui ont voulu faire le coup d'État de 77, avec l'agression armée impérialiste, tout le monde s'est retrouvé dans la même salle. Et bon, clopin, on n'a plus trouvé une porte de sortie. Et voilà. Dès 2011, dès 91, les mêmes problèmes ont commencé. Hein? Et puis, bon, je vous l'ai dit, Stéphane Segoulou élu voulait Adrien Ngwedji voulait adjoindre quelqu'un comme président de l'Assemblée nationale. Sa propre coalition n'en voulait pas. Elle lui a filé et Adrien Ngwedji entre les pattes. Il n'a pas aimé et revoilà la crise. 4 années de crise entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Et ça ne nous a pas fait développer. Donc, après, au regard de ces sentiments, on les jette sur l'eau et on ramène Kérékou. Et Kérékou dit, bon, moi je prends ma revanche, mais elle sera tranquille. Je bouge rien, moi. Je touche rien à votre affaire. Je gère. Vous allez voir que moi-même, je peux être démocrate. Et il a fait, effectivement. Et il est parti. Il n'a rien changé. Il n'a rien bougé. Il mobilise, pas plus. Il a laissé la maison. Tout le monde crie corruption, corruption, corruption. Il faut changer, il faut changer. Bon, on a amené la peau du changement. Et on a vu comment. Là, on a cru, on y a fait. On ne peut pas dire qu'il a démérité. Il a tenté. Mais comme le peuple, on est peu de revendicateurs. Les gens sont là pour revendiquer du bout. Et lui-même, bon, dès qu'il a commencé à parler au second mandat, pof, il lâche prise. Et on s'est retrouvé en 2016, dans les conditions dans lesquelles on s'est retrouvé. Enfin, en 2016, qui va dire que ça ne change pas? Ça avance, ça évolue, dans le sens dans lequel ça devrait. Mais à quel prix? 2019, mai 2019, à 28 avril, à Parakou-Assar, à Banté, où est quelques endroits. 1er mai, à Cotonou, et dans certaines villes. Voilà. Tout ça, là, quand on les rappelle aujourd'hui, c'est pour montrer quelle est la marche de la République. Et donc, à chaque anniversaire de la conférence nationale, on doit faire ce point-là, pour dire, mais plus jamais ça. C'est là. Donc, moi, je voulais en arriver. Plus jamais ça. Mais ça veut dire qu'il faut soutenir la gouvernance actuelle. Hein? Il faut soutenir, pas Patrice Talon, mais la gouvernance actuelle. Parce qu'elle est dans le bon sens. Elle est dans la dynamique de changer les mauvaises habitudes. Il ne faut pas demander ça parce que les gens ne peuvent pas dire que tout soit aussi meilleur. Non. Mais c'est des œuvres humaines. Mais si tous les présidents avaient eu autant de courage pour avancer tel que nous avançons aujourd'hui, on ne serait pas là, on serait un peu plus en avant. Donc, il faut saluer ce qui se passe. Saluer celui qui en est porteur et souhaiter que les autres cadres, les partis politiques, donc, ce que je n'ai pas vraiment entendu, mais de travail dans la durabilité de ce système, dans la continuité, dans le renforcement des acquis, dans la pérennisation des acquis. Et c'est là qui va nous permettre que, lorsque nous sommes en train de faire nos 100 ans d'indépendance 2060, on peut dire, voilà là où on est arrivé. On a traîné, on s'est tombé, on est tombé plusieurs fois, on s'est relevé et on s'est corrigé. On a corrigé la marche et voilà là où on est arrivé. Voilà un peu moi ce que chaque anniversaire de la Conférence nationale me permet de dire. Tant qu'on aura le temps, l'occasion, on en dira. On dira en estimant que ça va rentrer dans des oreilles impactantes et des oreilles actives pour que des choses soient mises, disons, dans le bon sens. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de voix, très peu de personnes qui soient vraiment motivées pour sortir ce substrat-là de la conférence nationale qui puisse nous être utile? Sinon, c'est les mêmes onomatopées qu'on répète à chaque fois. Des personnalités même de l'époque tombent dans le panneau, ou je ne sais pas, le fond, je ne dirais pas de mauvaise foi ou de bonne foi, et qui pour faire ce travail utile à la postérité et puis à la collectivité. Vous avez mon nom de faisant déjà, oui. C'est suffisant. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler. Mais moi, là également, c'est une trahison de la République. C'est une trahison. Ils sont là, ils ont été acteurs, ils ont dirigé, ils ont parlé au nom de l'État, ils ont bénéficié peut-être de l'avantage de l'État, d'être devant nous, devant le peuple. Enfin, d'être, devant les primus inter pares, c'est ça, ils sont devant les gens. Ils ont eu le droit, les prérogatives de diriger le peuple. Et au moment de vous rendre compte, ils disparaissent, ils refusent. Moi, je trouve que ce n'est pas. Légalement, ce n'est pas sérieux. On va dire que c'est leur droit de parler ou de ne pas parler. C'est vrai. C'est leur droit, c'est vrai.
mais ne pas parler. Bon, donc, comme ils refusent de parler, on ne peut pas les forcer. Moi, ceux qui ont au moins quelque chose à dire, on prend. Nous disons ce que nous pouvons dire. Il y en a qui sont oisifs sur les réseaux sociaux, qui attaquent. Ils disent, mais attends, vous n'avez même rien à dire, vous. Nous, au moins, on en dit. Et vous avez quoi à dire? Quelqu'un a dit, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Et écoute ce qu'ils ont à dire. En réalité, pendant beaucoup d'années, Robert Dossou a dit, comme il faut le saluer. Il n'avait pas le beau rôle. Et pourtant, je pense qu'à chaque fois, quand il a l'occasion, il le fait. Tout comme certains, quand même, de ce moment. Mais après, il y a Moutselek Baye, il est là. Bon, à un moment donné, il en a dit un peu. Bon, il n'en veut plus, mais les dégâts. On vient de perdre Ogouma Ifede. C'est quand même c'était le dernier combat du PPB à la conférence nationale. C'est Ifede Ogouma qui l'a porté. Ce dimanche 25 février 1990. Ifede Ogouma, ancien de la FEANF, ancien ministre des Affaires étrangères et classique du système, comme on le disait les barons. Il était membre du bureau politique. C'est lui. C'est lui qui, à la tête d'un PPB démembré totalement, où certains ont rejoint le camp adverse, sans le dire, a combattu contre la souveraineté de la conférence nationale. Il a été battu. Et bon, il s'est réfugié chez lui. Moi, j'ai tenté plusieurs fois de l'écouter, mais il a toujours dit non. Il m'a envoyé les Degla. Degla Porto Novo, qui était très correct d'ailleurs, a reçu. Il dit non, c'est à quel coup de parler, c'est pas à lui. Vous voyez, bon, donc des ping-pong. Il faut saluer Mme Bouriana Daguia qui nous a dit un peu. Et tous ces acteurs, le ministre Adalin, le ministre Batoko. Voilà, donc, non, Adalin, moi je dis le président Adalin, il a dit notre président Lahat. Donc, il y en a, j'en ai oublié, Roger Béonville, Sylvain Pines, il y en a qui nous excusent. Il y en a qui ont accepté d'être là. Mais vous ne parlez pas de Nicéphore Soglo. On est en droit d'en attendre plus de lui. Non, le problème Soglo, est-ce qu'on a tenté de lui demander? Je pense que peut-être qu'il va falloir tenter vers lui qu'il nous dit, mais le président Soglo, tout au moins les facteurs endogènes, parce qu'il n'a pas sorti son livre, mais les facteurs politiques, endogènes, je ne vais pas dire exogènes, de son départ du pouvoir 96. Sur quelle boussole, sur quel angle le quinquennat a été. Pourquoi ne pas avoir écouté un Albert Evoy qui ne demandait pas grand-chose, mais qui avait de la qualité d'idée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut demander au président Soglo, parce que le président Soglo n'était pas dans les grandes réflexions, disons, stratégiques d'avant conférence nationale. Mais il était identifié comme une personnalité capable de porter la suite. Et on va dire qu'il a démérité. Il n'a pas démérité. Mais la sociologie de notre pays, l'environnement sociologique de ce pays, a fait qu'il n'a pas pu gagner, il n'a pas pu continuer. Il faut analyser cet environnement. Patrick Talon l'a mieux cerné. Ce que les cours n'en a rien fait, il connaît. Il s'est heurté à cet environnement. Patrick Talon, comme vous dites, l'a bien cerné. L'a bien cerné et avance. Oui. Et avance. Donc, il est peut-être intéressant d'écouter le président Soglo s'il a envie. Le président Mbedji, il n'en a pas trop parlé, mais il était un acteur important. Il était en opposition naturelle avec le président Soglo. Et l'opposition a duré. L'opposition n'a jamais fini, par ailleurs. Ils ont tenté un comeback ensemble par rapport à l'UN en 2010, mais ça n'a pas duré. Donc, je vous dis que nous traînons les mêmes situations. Amoussou Bruno aussi. Bon, Amoussou n'était pas à la conférence nationale, mais était un acteur important de l'après. Voilà. Merci. Agapit Napoléon Maforican, nous avons égrené le temps qui nous est imparti. Merci aussi pour l'intérim. Angèle a pris Théodule l'a lâché. Oui, mais bon. Angèle a pris l'intérim, voilà. Voilà, merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. C'est la fin du décryptage de l'actualité politique de la semaine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce format sur sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, notre site internet Télé Bénin, notre compte YouTube du même nom, notre compte Twitter Télé Live, notre compte Facebook Télé en direct et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes.